Ok, Dico, maintenant c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Ok, merci bien, Dico. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire du CNPM dont la thématique est sur les formalités déclaratives à l'APDP. L'APDP qui est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Comme modérateur, nous avons M. Mohamed Diawara, deuxième vice-président trésorier au niveau du Conseil national du patronat du Mali. Comme panéliste, nous avons Dr Mamadou Ali Aïdara, qui est directeur des affaires juridiques, de la conformité et du contentieux de l'APDP. Comme agenda de ce webinaire, d'abord, il y aura une petite introduction qui est en train d'être faite par la personne. Après, nous aurons le mot de bienvenue de M. Sidi Danyogo, troisième vice-président délégué du Conseil national du patronat du Mali. Ensuite, nous allons donner la parole au modérateur pour la présentation du thème et du panéliste. Ça va durer à peu près 10 minutes. Après, il y aura l'intervention du panéliste, à peu près 30 minutes. Ensuite, il y aura l'étape des questions et réponses pour une durée de 55 minutes. Après cela, le modérateur fera la synthèse du webinaire pour 10 minutes et une conclusion pour terminer 5 minutes. Donc, à peu près 2 heures de temps pour ce webinaire. Sans plus tarder, si le vice-président délégué, M. Danyogo, est prêt, M. Danyogo, vous avez la parole pour votre mot de bienvenue. Allô, M. Danyogo? Dico, Danyogo est connecté? Donc, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce désagrément d'ordre technique. Tout de suite, là, nous allons essayer de régler cela pour permettre à notre troisième vice-président délégué pour son mot de bienvenue. Alors, M. Digo? Oui, monsieur. Oui, il est en train de régler son micro pour pouvoir, pouvoir prendre la parole. On est en train de régler son micro à distance. OK.
C'est bon. Affirmatif. Ok, mesdames et messieurs, vraiment toutes nos excuses. Malheureusement, notre troisième vice-président, il a des soucis de connexion, il n'a pas pu se connecter, mais il a donné mandat à M. Abdraman Guindo. Il va faire lecture de son mot. Monsieur Abdraman Diko, vous avez la parole pour le mot de bienvenue de Monsieur Danuro. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'immense honneur de vous livrer le message du président vice-président délégué, M. Daniel. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire organisé par le Conseil national du patronat du Mali en collaboration avec l'autorité de protection des données à caractère personnel. Dans le cadre du protocole d'accord signé le 15 juillet 2024. Pour cela, je tiens à remercier chaleureusement le professeur Mamadou Samasetou, président de l'APDP, pour cette collaboration. Je remercie également les experts de l'APDP qui nous feront l'honneur de partager leurs expertises ainsi que l'ensemble des participants, chefs d'entreprise, professionnels et acteurs économiques qui ont répondu présents à cette rencontre virtuelle. La protection des données à caractère personnel est devenue un enjeu majeur pour nos entreprises. Dans un monde de plus en plus numérisé, la gestion et la sécurisation des informations personnelles sont des obligations légales incontournables et leur non-respect peut entraîner les conséquences importantes, tant sur le plan juridique que sur le plan de la réputation des entreprises. L'objectif de ce webinaire est donc de vous fournir une meilleure compréhension des formalités déclaratives de la PDP et de vous accompagner dans la mise en conformité de nos entreprises avec la réglementation en vigueur. Nous savons que ces questions sont souvent perçues comme techniques et complexes, mais à travers les échanges d'aujourd'hui, nous espérons clarifier les procédures, identifier les bonnes pratiques et répondre à vos préoccupations. Le CNPM reste pleinement engagé à accompagner le secteur privé malien dans cette transition vers une économie plus conforme aux normes internationales et respectueuse aux exigences de protection des données. Je vous invite donc à participer activement à ce webinaire et à poser vos questions et à profiter des conseils des experts présents. Je suis convaincu que cette session sera enrichissante et qu'elle apportera des éléments concrets pour vous aider à mieux gérer ces enjeux au sein de vos entreprises. Sur ce, je souhaite à toutes et à tous une bonne session et je laisse la parole aux intervenants. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abdraman Diko. M. Abdraman Guindo. Tout de suite, nous allons donner la parole au modérateur qui va conduire le reste du webinaire. Donc, M. Mohamed Diawara, deuxième vice-président trésorier, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur le maître de conférence. Merci, cher public. Nous constatons qu'il y a eu assez d'engouement autour de ce webinaire et nous en remercions les participants pour l'intérêt qu'ils ont manifesté. Je souhaite également la bienvenue aux représentants de l'APDP. Nous sommes ravis de vous compter tous parmi nous pour une session très importante qui porte sur un sujet d'actualité, mais qui nous concerne tous aussi. Les formalités
déclaratives aujourd'hui par rapport aux données personnelles. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus digital où les données ont pris une place assez importante. Et chaque jour, au sein de nos différentes entreprises, au niveau personnel, nous traitons des données issues de plusieurs sources, que ce soit des données sources images, des données biométriques ou de vidéosurveillance. Tout ça nécessite un traitement et qui est assujetti à des règles. C'est dans ce cadre que l'Autorité pour la protection des données à caractère personnel a mis en place un certain nombre de règles, parmi lesquelles il y a la déclaration obligatoire des entreprises. Mais sommes-nous réellement conscients aujourd'hui des obligations qui en découlent? J'espère que M. Haïdara, expert et directeur juridique du département, nous édifierait davantage. Mais cela nous interpelle tous, n'étant pas forcément tous professionnels du domaine, à se poser un certain nombre de questions. Que dit la réglementation malienne sur la protection? Donc, ça, c'est très important à savoir. Quelles sont les obligations légales des entreprises dont la majorité aujourd'hui des auditeurs sont soit des patrons d'entreprise, soit des employés? Donc, quelles sont nos obligations, je dirais même individuelles, en matière de déclaration auprès de la PDP? Parce qu'on parle des entreprises, mais il y a aussi des personnes physiques. Notamment, beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui des vidéosurveillance à domicile. Donc, ça, c'est un sujet aussi qu'il faut traiter. En fait, c'est un sujet sous-jacente. Quels sont les risques encourus en cas de non-conformité? Donc, on est exposé à quels risques si on ne fait pas ces déclarations-là? Et puis, comment anticiper et intégrer ces obligations dans nos pratiques, dans nos procédures d'entreprise? Voilà quelques questions qui sont assez révélatrices, dont M. Haïdara se donnerait en tout cas le plaisir de nous répondre et de nous édifier sur ces questions. Donc, M. Haïdara, je laisserai le soin à l'expert même de se présenter, mais ce que je peux vous dire déjà, M. Haïdara est docteur, M. Mamadou Haïdara, Ali Haïdara, il est directeur juridique de l'ADPTP, directeur juridique et de la conformité. Il les représente dans les groupes thématiques et dans les comités techniques de coordination de suivi. Et à cet égard, il est auteur aussi d'un livre sur la protection des données à caractère personnel en droit malien. Voilà, donc nous avons un expert de qualité de haut niveau qui va se donner le temps de répondre à vos questions, mais dans un premier temps, vous édifier sur les questions que nous venons de poser tout à l'heure. C'est quoi la DPD? C'est quoi les règles qui s'imposent à nous? Et puis après, si les auditeurs ont des questions, on va procéder par des questions, des panels de 5 questions. Voilà, donc, monsieur le maître de cérémonie, ce que je peux donner comme introduction. Voilà, donc ça se passera en 2 temps. L'intervention de l'expert et puis, dans un deuxième temps, la réaction du public par panel de 5 questions. Merci à vous. D'accord, donc merci beaucoup. Donc, on donne la parole à l'expert.
Alors, on donne la parole aux panélistes. Nous excuser un peu pour l'incident, pour les incidents. Le présentateur a quelques difficultés avec le micro qu'il est en train de régler.
Mesdames et messieurs, toutes nos excuses. Le présentateur a un problème technique, donc notre IT est en train de l'aider pour qu'il puisse rétablir le son. Donc, toutes nos excuses, veuillez patienter, s'il vous plaît.
Go. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend. On s'excuse pour les désagréments, mais je pense qu'on va trouver. Mon collègue Ramil Togo, secrétaire de l'informatique de l'innovation technologique à TDT. Donc, je suis Mohamedou Ali Aïdara. Donc, je suis bon, monsieur Dibo? Oui, oui, c'est bon, on vous entend. Allez-y. Donc, ce soir, on va parler, on va échanger sur les formalités déclaratives auprès de la PDP. Ce sont les formalités qui déterminent les conditions de liquidité de traitement des données à caractère personnel. Donc, comme le président, les modérateurs avaient eu à me présenter, je suis le directeur des affaires juridiques de la conformité et du contentieux au niveau de la PDP. Donc, auteur de l'ouvrage sur la protection des données à caractère personnel qui a été publié en 2023 et un second ouvrage qui vient d'être publié au mois de janvier 2025 et qui est sur les autorités administratives indépendantes. Donc, le titre est les autorités administratives indépendantes, une innovation majeure dans l'organisation administrative. Donc, et aussi quelques articles que vous trouvez sur Google. Voilà, donc, sans plus tarder, on verra ensemble, comme plan général, on va parler, avant de répondre aux différentes questions posées par le modérateur, on va échanger sur les principaux régimes. Voilà, donc pour les entreprises en matière de formalité déclarative, nous verrons ensemble la déclaration normale, qui est le régime de droit commun. Ensuite, on va voir la demande d'autorisation. Comme second, la deuxième partie, on verra ensemble les risques de non-conformité pour les entreprises. Et au niveau de ces risques-là, nous parlons des risques de sanctions et les autres risques. Donc, on parlera à la deuxième partie des risques pour les entreprises et les risques pour les personnes physiques également. Donc, monsieur, on peut continuer? Oui, allez-y. Essayez de rapprocher le micro de votre téléphone, le téléphone de votre bouche pour qu'on vous entende bien. Hein? Rapprochez le micro de votre bouche pour qu'on entende mieux. On enlève le micro? Non, rapprochez le micro de votre téléphone auprès de votre bouche. Sinon, là, ça va mieux, mais on peut améliorer encore. Donc, très bien, on va éteindre le micro. On va aller avec le haut-parleur du téléphone. C'est bon, ça marche maintenant? Non, c'est bon, allez-y, continuez. Donc, comme nous le savons, c'est-à-dire tout traitement des données personnelles, c'est-à-dire que le traitement soit manuel ou automatisé, doit faire l'objet de formalités auprès de la PDP. Quand on parle de données personnelles, il s'agit de toute information permettant d'identifier directement ou indirectement un individu. Voilà, donc, lorsque vous touchez à ces informations, la loi vous fait obligation, dans le cadre professionnel, bien entendu, pas dans le cadre domestique, dans le cadre professionnel, la loi vous oblige à saisir la PDP pour les formalités déclaratives, sauf si la loi déclare les traitements dispensés. Puisque si vous prenez la loi, il y a certains traitements qui sont exemptés de formalités déclaratives. Donc, en faisant ça, les responsables, les entreprises, quand on dit responsable de traitement en droit de la donnée, c'est une personne physique ou morale qui décide de créer un traitement et qui détermine la finalité. Donc, les entreprises qui touchent aux informations des individus doivent déclarer à l'autorité de protection leurs opérations, leurs traitements, c'est-à-dire pour une finalité bien déterminée. Donc, cette obligation est consacrée par les dispositions des articles 33 et 57 de la loi, donc qui oblige les entreprises, les services, voilà, les services à saisir la PDP, même si le régime varie suivant la personne morale des droits publics et des droits privés,
En tout cas, lorsque vous touchez aux informations sur le territoire national, la loi vous oblige à saisir la PDP pour avoir son agrément avant de poursuivre, voilà, donc, avant de poursuivre le traitement des données. Donc, pendant pratiquement 10 ans, ces formalités s'accomplissaient gratuitement. C'est-à-dire, vous partez, vous venez à la PDP et la PDP vous délivrait, c'est-à-dire les autorisations, l'agrément, les récipients gratuitement. Depuis un bon moment, c'est temps évolue. Donc, l'État a adopté un décret au mois de mai 2024 qui soumet dorénavant, désormais, au paiement des frais non remboursables, bien entendu, donc ces formalités préalables. Donc, ce décret, comme je l'ai dit, a infligé le paiement des frais de dossier non remboursables pour la déclaration normale, la demande d'autorisation, la certification ainsi que la demande d'agrément. Donc, lorsque vous êtes une entreprise qui évolue sur le territoire national, qui touche aux données, même si c'est des Asiatiques, des Européens, même les gens maliens, lorsque vous touchez aux données à caractère personnel des personnes, des individus qui se trouvent sur le territoire national, la loi vous oblige à saisir la PDP. Et avec le décret, ces formalités qui s'accomplissaient gratuitement sont devenues payantes. Donc, vous payez quelque chose en contrepartie, voilà, de ces autorisations, récépissés, agréments. Donc, les formalités déclaratives que nous parlons, qui sont obligatoires, donc, s'accomplissent à travers des régimes qui varient en fonction des données collectées ou de la nature du traitement envisagé ou opéré. Donc, les déclarations normales en demande d'autorisation. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait changer de régime? On verra ça. Donc, l'absence de non-conformité, l'absence de conformité plutôt, la non-conformité d'une entreprise aux prescriptions de la loi. Le modérateur Diawara avait eu à parler. Donc, c'est-à-dire, peut entraîner des risques. Comme je l'ai dit, parmi les risques là, nous avons les risques de sanctions et beaucoup d'autres risques que nous allons voir ensemble. Donc, avant de parler des risques, on va voir ensemble les différents régimes, les principaux régimes pour les entreprises en matière de formalités préalables. C'est bon, on peut continuer? Oui, continuez. Voilà, donc il existe en droit de la donnée, il existe principalement deux sortes de régimes pour les personnes, pour les personnes morales de droit privé. Il s'agit du régime de déclaration normale et la demande d'autorisation. Bon, nous avons d'autres régimes, nous avons la certification, l'agrément, mais pour ce qui concerne les entreprises qui veulent se mettre en conformité, généralement, c'est à travers ces deux régimes, la déclaration normale et la demande d'autorisation. Donc, la déclaration normale, c'est quoi une déclaration normale? Parce que c'est le régime, en droit de la donnée, nous disons que c'est le régime de droit commun. Parce que lorsque vous voulez mettre en place un traitement de données à caractère personnel, vous devez saisir la PDP d'une déclaration normale. Mais le régime change, comme je l'ai dit, de déclaration normale en demande d'autorisation en fonction, bien entendu, de la nature des données collectées, la nature des catégories de données collectées et aussi ou bien la nature du traitement opéré, envisagé ou opéré. Donc, la formalité administrative, la déclaration normale, elle est la formalité administrative standard à accomplir auprès de la PDP, comme toutes les autres formalités, préalablement à la mise en œuvre des données à caractère personnel. Et c'est des données, lorsque les traitements portent des données qui n'entrent pas dans les catégories spécifiques de la demande d'autorisation. Donc, pour comprendre, la déclaration normale, le régime change, les déclarations normales en demande d'autorisation, lorsque le traitement porte sur une donnée sensible. Et lorsque le traitement porte sur une donnée sensible,
Si vous prenez la loi de 2013, la loi portant protection des données à caractère personnel, au niveau de son article 3, il y a une définition. La définition des données sensibles est donnée. C'est une donnée qui porte sur notamment les données de santé, les données, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, les données judiciaires, etc. Ça, c'est des données de santé. Donc, lorsque vous touchez à une de ces données, le régime change des déclarations normales en demande d'autorisation. Donc, lorsqu'il y a une interconnexion, les informaticiens, notamment les modérateurs, savent de quoi je parle. Il s'agit de la mise en relation de deux ou de plusieurs fichiers. Lorsque vous mettez en relation deux ou plusieurs fichiers, le régime change des déclarations normales en demande d'autorisation. Lorsque le traitement porte sur le NINA, aujourd'hui, nous avons pratiquement tous un identifiant unique qu'on appelle le NINA, qui est le numéro d'identification nationale qui a été institué par la loi 2016-040. Voilà, donc lorsque vous touchez à ces numéros, qui derrière se trouve les données biométriques, notamment l'empreinte digitale. Donc, au regard de la nature de la nature même de cette donnée, donc vraiment, la sensibilité est vraiment élevée parce que c'est l'empreinte digitale, c'est les données biométriques. Donc, le régime change des déclarations normales en demande d'autorisation. Voilà, donc, ou lorsque vous touchez à la biométrie. Oui, il y a les transferts des données aussi. Donc, il y a aussi les transferts des données à l'étranger. Donc, lorsque vous effectuez un transfert de données à l'étranger, donc, il y a le régime change de déclaration normale en demande d'autorisation. Par exemple, les banques qui ont l'habitude d'envoyer les informations à leur maison mère ou bien pour l'hébergement, ça constitue un transfert de données. Donc, quelques exemples de traitements soumis au régime de déclaration normale. Il y a la gestion du recrutement. La gestion du recrutement, lorsque le recrutement concerne les données dites classiques. Par exemple, nom, prénom, CV, diplôme. Mais lorsque vous touchez à la copie de la pièce d'identité, surtout actuellement avec la pièce que nous avons tous, qu'on appelle la pièce biométrique sécurisée, voilà, lorsque vous touchez à cette pièce, puisque sur cette pièce, il y a les NINA. Donc, vous allez voir que le régime va changer des déclarations normales en demande d'autorisation. Il y a la gestion du recrutement, généralement les données classiques, la sensibilité de ces informations n'est pas aussi élevée. Donc, c'est pourquoi c'est la déclaration normale. Il y a la gestion du registre des visiteurs. Généralement, au niveau de nos entreprises, il y a un monsieur qui s'assoit généralement à la porte d'entrée ou à l'accueil et qui a un gros registre dans lequel il se permet de collecter les informations, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, la personne visitée. Certains même vont loin et ils demandent même l'objet même de la visite. Donc, lorsqu'il y a il y a ces registres-là au niveau de votre entreprise, donc pour mettre en conformité ces registres, cette mise en conformité s'effectue naturellement à travers la déclaration normale. Il y a la gestion du registre de présence aussi. Voilà, donc comme chez nous et comme ailleurs, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a un gros registre aussi qui permet de collecter les informations sur le personnel avec des colonnes là dans lesquelles vous allez mettre votre heure d'arrivée, votre nom, prénom, le poste que vous occupez, votre heure d'arrivée. Lorsqu'il y a ces registres, il y a le régime et la déclaration normale. Et la vidéosurveillance que tout le monde connaît et qui est vraiment banale, que tout le monde... voilà, donc ça aussi, c'est la déclaration normale. Il y a le contrôle d'accès par page. Voilà, donc lorsqu'il n'y a pas de données, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de NINA, donc c'est la déclaration normale. Il y a aussi la géolocalisation des véhicules. Voilà, actuellement, beaucoup d'entreprises mettent sous géolocalisation donc GPS les véhicules. Dans ce cas, vous êtes tenu de passer à la PDP pour avoir son agrément. Et à travers quel régime? À travers la déclaration normale.
il y a la prospection. La prospection peut être politique, la prospection peut être caritative, la prospection peut être commerciale. Donc, lorsque vous procédez à la prospection, la loi vous oblige à passer à l'APDP pour se mettre en conformité. Et à travers quel régime? Bien entendu, c'est à travers les régimes de déclaration normale. Donc, ça, c'était quelques exemples. Mais retenons tout simplement que ces mêmes traitements peuvent être des demandes d'autorisation lorsque vous touchez au NINA, lorsque vous touchez à l'empreinte digitale, lorsqu'il y a un transfert de données à l'étranger ou une interconnexion. Donc, pour la déclaration normale, le montant à payer, puisque je l'ai dit, à l'entame de mes propos, j'avais dit dans l'introduction que l'État a adopté au mois de mai un décret. Et ce décret-là a infligé des frais. Donc, pour la déclaration normale, pour une entreprise, une personne morale de droit privé, vous voyez au niveau de l'article 2 de ce décret, donc les frais de dépôt du dossier de déclaration normale sont fixés à 100 000 francs. Si vous êtes une entreprise qui vous souhaiterait mettre en place un registre, ou une entreprise qui souhaiterait mettre en place un dispositif de vidéosurveillance, ou une entreprise qui souhaiterait mettre en place un dispositif de contrôle d'accès par part. Donc, l'entreprise viendra à la PDP à travers le formulaire qui est disponible sur le site web, le formulaire de déclaration normale. L'entreprise va renseigner le formulaire et pour déposer ce formulaire, les frais institués par le décret s'élèvent à 100 000 francs. Donc, ça c'est pour les personnes morales. Donc, pour les personnes physiques maintenant, M. Diawara avait parlé de la vidéosurveillance au niveau de nos domiciles. Donc, lorsque vous avez un dispositif de vidéosurveillance, ou bien vous avez un registre en tant que personne physique, la loi, avec le décret, après avoir renseigné le formulaire, vous devez payer au niveau de la régie la somme de 25 000 francs. Ça, c'est pour les personnes physiques. C'est bien noté? Donc, oui. Pour la demande d'autorisation maintenant, on vient de voir la déclaration normale. Quels sont les traitements qui sont soumis au régime de déclaration normale et combien on doit payer pour la déclaration normale. Je reviens sur le montant à payer pour la déclaration normale pour une personne physique morale, c'est 100 000 francs et pour une personne physique, c'est 25 000 francs. Donc, pour la demande d'autorisation, donc comme on l'a dit, en raison de la sensibilité de certaines informations ou de la nature du traitement opéré sur ces informations, donc le législateur a estimé nécessaire de mettre ces traitements dans certaines catégories de traitements au régime de demande d'autorisation. C'est bien noté? Donc, il s'agit, entre autres, la liste, elle n'est pas exhaustive. Il s'agit, entre autres, des données relatives aux infractions. Les données, si vous prenez la loi, au niveau de l'article 3, on parle des données sensibles. Donc, la loi dit, toucher des informations interdites. Ainsi, tout dit 3, à chaque fois qu'il y a un principe, vous verrez qu'il y a des exceptions. Donc, on vous dit, lorsqu'on vous autorise à toucher à ces informations, notamment les informations relatives aux infractions, aux condamnations, aux mesures de sécurité, la loi vous dit, donc ce n'est plus la déclaration normale qui est un peu simple par rapport à cette demande d'autorisation. La loi vous oblige à demander l'autorisation à l'APDP à travers un formulaire dont les questions sont plus nombreuses que le série de déclaration normale. Donc, la demande d'autorisation, il y a lorsque vous touchez aux données de santé, lorsqu'il y a l'interconnexion, comme on avait dit, ou lorsqu'il y a le transfert des données, ou lorsqu'il y a le NINA, vous touchez au NINA, donc le régime change une déclaration normale en demande d'autorisation. Lorsque vous touchez aux données biométriques, par exemple, ceux qui touchent aux données biométriques pour le contrôle d'accès, je dis bien pour le contrôle d'accès, à l'état actuel de nos textes, les données biométriques ne peuvent pas être utilisées pour le pointage. Donc, je dis bien pour le contrôle d'accès, c'est une demande d'autorisation. Pour le pointage, c'est vraiment une interdiction totale. Donc,
C'est ça la demande d'autorisation. Ou bien la demande d'autorisation, ou bien lorsque vous effectuez des transferts à l'étranger. Par exemple, vous pouvez être amené à envoyer vos informations à l'étranger pour hébergement. Donc, si c'est le cas, la loi vous oblige à demander de l'autorisation à l'APDP. Et c'est moyennant, bien entendu, comme la déclaration normale, c'est en contrepartie de quelque chose. L'État dit, vous voulez transférer des informations des citoyens maliens, des informations collectées sur des individus au Mali, vous voulez les transférer à l'étranger, l'État dit qu'il n'y a pas de problème, à condition que l'APDP, vous soyez autorisé par l'APDP. Donc, et quelques exemples de traitement des données soumis au régime de demande d'autorisation. Nous avons la gestion administrative du personnel. Au niveau de nos différentes structures, lorsque vous êtes recruté, donc pour gérer votre carrière, l'entreprise aura besoin de certains nombres d'informations. Et ces informations seront collectées, traitées pendant toute la durée de la relation contractuelle. Donc, et c'est ça qu'on appelle la gestion administrative du personnel. Et généralement, la gestion administrative du personnel est soumise au régime de demande d'autorisation. Pourquoi? Parce que généralement, on a besoin, les entreprises collectent la copie de nos cartes d'identité. Et la carte d'identité contient le NINA. Et lorsque le traitement, on a dit, parmi les données collectées, il y a le NINA, ça fait changer de régime de déclaration normale en demande d'autorisation. Aussi, la gestion de la base clientèle. Dans certains cas, ça peut être une déclaration normale, comme dans d'autres cas, ça peut être une demande d'autorisation. Mais généralement, la gestion clientèle, c'est la demande d'autorisation, surtout quand elle concerne les entreprises évoluant dans le secteur de la santé. Puisque là, les patients, la base de données qui va contenir les informations des patients, donc, va naturellement concerner des données sensibles. Donc, il y a la gestion du pré-contentieux et du contentieux. Généralement, les entreprises ont ces genres de traitement. Et aussi, il y a les transferts de données à l'étranger et aussi les contrôles d'accès par biométrie. Donc, lorsque vous touchez à une de ces catégories de données, ou lorsque vous avez ces genres de traitement, la loi vous oblige à saisir la PDP à travers le régime de demande d'autorisation. Donc, combien, en tant qu'entreprise ou en tant que personne physique, vous devrez payer à l'État, à la régie de la PDP, pour la demande d'autorisation? Donc, les décrets, toujours au niveau de l'article 2 du décret 2024-0300 PTRM, donc, pour les personnes morales de droit privé, puisque les décrets exemptent certains services publics, on dit que les services publics à but non lucratif sont exemptés de paiement des frais de dossier. Lorsque il s'agit d'une personne morale de droit privé, la loi vous soumet au paiement de frais de 200 000 francs, dont le montant est fixé à 200 000 francs, pour pouvoir transférer des informations à l'étranger, pour pouvoir procéder à la gestion administrative du personnel, pour pouvoir mettre en place un dispositif de biométrique, etc., etc. Donc, pour les personnes physiques maintenant, généralement, nous avons vu qu'il y a des personnes physiques qui peuvent être amenées à toucher aux informations sensibles que nous venons d'évoquer, ou une personne physique peut être amenée à envoyer des informations à l'étranger. Si c'est le cas, le décret les soumet au paiement d'un montant de 50 000 francs. Donc, le décret, excepté maintenant la vidéosurveillance, la durée de validité de l'ensemble de chacun de ces documents est de 5 ans. Excepté la vidéosurveillance, la demande d'autorisation et tous les autres traitements, leur durée de validité est de 5 ans. La vidéosurveillance est de 3 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 3 ans, si vous êtes une entreprise, vous devez passer à la PDP pour renouveler votre agrément. C'est une demande d'autorisation. Après 5 ans, vous devez passer à la PDP pour renouveler votre
autorisation. Donc, montant à payer pour la demande de modification. Donc, là aussi, c'est très important. La demande, c'est pour la demande de modification. Par exemple, je prends l'exemple le plus banal pour les caméras. Si vous voulez augmenter la caméra, si c'est si vous voulez les amener, vous voulez amener votre dispositif à 15, c'est ça qu'on appelle modification de traitement. Donc, le décret vous soumet au paiement de 20 000 francs. Donc, la demande de modification, c'est 20 000 francs. Donc, maintenant, les risques. Monsieur Gawara a parlé des risques, le modérateur a parlé des risques. Ou plutôt les conséquences de non-conformité, de la non-conformité, des risques de non-conformité pour l'entreprise. Donc, la non-conformité aux dispositions de la loi fait courir aux entreprises, comme nous le savons, de lourdes conséquences. Beaucoup de risques. Et parmi les conséquences, parmi les risques, nous pouvons citer les risques de sanctions. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a les risques d'exploitation des données collectées. Il y a les risques commerciaux, les risques juridiques et surtout les risques d'image. Parce que là, lorsque la PDP se sanctionne, la PDP, la loi nous autorise à publier. Lorsque vous êtes sanctionné par la PDP pour non-conformité, nous allons publier. Les journalistes en feront leur baptême de feu et les chercheurs aussi qui, de temps à autre, publient des articles, des livres, des ouvrages, peuvent aussi vous citer. Donc pendant 100 ans, 200 ans, vous tirez dans nos documents. Donc ça, c'est le risque d'image. Donc les risques de sanctions maintenant. Les risques de sanctions, il y a les risques de poursuites administratives au niveau de la PDP et judiciaire au niveau devant les juges. Je dirais plutôt devant les juges, puisqu'ils sont intéressés. Donc, la PDP a été instituée en qualité d'autorité administrative indépendante. Ce qui lui donne le pouvoir d'infliger des sanctions. Et parmi ces sanctions administratives que la PDP peut infliger, donc nous avons les mesures correctrices. Certains les appellent les sanctions professionnelles, et d'autres disent les sanctions de premier degré. Et aussi, nous avons les sanctions pécuniaires. Les mesures correctrices, là, nous avons la mise en demeure. C'est ce que nous faisons. Nous avons l'habitude de se dire, lorsque cette mise en demeure peut intervenir à la suite d'une mission de contrôle, parce que le pouvoir de régulation qui a été conféré à la PDP par les textes qu'il a régis, donc, il permet d'effectuer des missions de contrôle. On a même un service dédié au contrôle et à l'investigation numérique. Donc, il y a la mise en demeure qui peut intervenir soit à la suite d'une mission de contrôle. Donc, si la PDP, au cours d'une mission de contrôle, décèle des anomalies, donc, peut être amené à mettre en demeure l'entreprise en question, en l'invitant à se mettre en conformité dans un délai ça va dépendre. Donc, la mise en demeure fixe un délai à l'entreprise dans lequel délai elle est tenue plutôt à se mettre en conformité. À défaut, la procédure de sanction commence. Donc, il y a l'injonction de saisir des activités. Ou bien la PDP peut être amenée à faire des injonctions, à te demander d'arrêter les traitements lorsque vous êtes en porte-à-faux avec les dispositions. Il y a les retraits d'agrément. Nous pouvons être amenés à retirer l'agrément qu'on a donné à une entreprise lorsque l'entreprise fait une fausse déclaration ou lorsque l'entreprise, après sa mise en conformité, ne respecte pas les principes ou bien ne se conforme pas. Donc la PDP peut être amenée à lui retirer l'agrément qu'elle lui avait donné. Donc les sanctions pécuniaires,
Bon, la somme n'est pas aussi élevée que ça comme dans les autres pays. C'est une somme modique. C'est de 5 millions à 20 millions pour non-accomplissement de formalités préalables. Donc, la somme n'est pas aussi élevée que dans les autres législations. Que ce soit, on fait un peu de droit comparé, que ce soit au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est 100 millions. En cas de récidive, c'est dans les 50 millions. Bon, le législateur malien a été clément. Bon, il dit que c'est 5 millions à 20 millions. Donc, pour les entreprises qui ne se mettent pas en conformité. Ça, c'est les sanctions administratives. Et ce n'est pas fini. Il y a les sanctions judiciaires, notamment les sanctions pénales. Surtout avec le code pénal qui vient d'être adopté, la loi numéro 2024-027, là, au mois de 13 décembre, portant code pénal. Vous prenez les articles 322, 9 et suivants. Vous allez voir les différentes infractions en matière de protection des données en cas de violation ou de manquement de données à caractère personnel. Donc, parmi les manquements consacrés par les législateurs, nous avons les défauts de non-conformité, notamment les défauts de non-accomplissement des formalités déclaratives. Donc, les législateurs maliens, conformément au code pénal, a infligé, a consacré ou a réprimé les 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Le fait de procéder à des traitements de données sans formalité préalable. Donc, les entreprises qui s'adonnent au traitement des données sans avoir l'autorisation de la PDP, ces entreprises sont passibles de sanctions pénales. Et les personnes morales, et le législateur n'a pas oublié les sanctions pénales d'une personne morale. Vous prenez le code pénal, au niveau de l'article 131, disons les articles 131 suivants. Donc, vous allez voir que les personnes morales de droit privé sont passibles d'amende aussi. Donc, dans les taux, lorsque c'est une personne morale, le taux pour une personne, une entreprise est le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques. Donc, une entreprise qui se permet d'installer un dispositif qui est le plus banal, le dispositif de vidéosurveillance sans formalité préalable, voilà, c'est déjà inclure ces sanctions-là. Donc, les dommages et intérêts, là aussi, c'est très important. Si la démontrer, ça, c'est le rôle du juge judiciaire. Le juge civil. Si la personne arrive à démontrer que les traitements mis en œuvre de façon illicite ou irrégulière lui a causé des dommages, et voilà, le juge aussi peut être amené à sanctionner celui ou l'entreprise qui peut permis de mettre en place le dispositif. Voilà. Donc, il y a d'autres risques aussi. Ça, c'est les risques des sanctions. Et nous avons d'autres risques de non-conformité. Il y a les risques d'exploitation. Donc, comme nous le savons tous, le non-respect des principes, notamment la formalité déclarative, peut entraîner une interdiction administrative. Vous voyez les articles combien de la loi, et surtout 68. Le 68, même, le législateur a été vraiment très strict au niveau de l'article 68. Il a été clair, il a dit que les entreprises qui mettent en œuvre les traitements avant l'entrée en vigueur de la loi ont 6 mois pour se mettre en conformité. À défaut, ils doivent arrêter. Ça, j'aime beaucoup cet article. Parce que cet article avait donné 6 mois en 2013 aux entreprises pour qu'elles se mettent en conformité. Aux personnes physiques pour qu'elles se mettent en conformité. Et au-delà de 6 mois, ils doivent arrêter. Donc, lorsque vous n'êtes pas en conformité, il y a un risque d'exploitation, vous ne pouvez pas exploiter les informations. Donc, il y a un risque commercial. Donc, une absence de conformité, une entreprise qui n'est pas en conformité, elle peut se voir refuser certains marchés. Il peut y avoir une perte de marché ou une perte de contrat dans le cas d'un appel d'offres, notamment
surtout que vous prenez la loi, au niveau de l'article 8 de la loi portant protection des données, il est exigé aux sous-traitants de présenter des garanties suffisantes à la personne, au responsable de traitement. Donc, parmi ces garanties, il y a la preuve de la conformité aux dispositions de la loi. Donc, l'entreprise doit être capable de démontrer sa conformité au responsable de traitement. Donc, une entreprise qui n'est pas en conformité peut se voir refuser, exclure de certains marchés. Donc, il y a le risque juridique. C'est très important, ce risque aussi. Là, la jurisprudence elle est très riche en la matière. Les traitements des données, comme nous le savons, au niveau de l'inspection du travail, il y a beaucoup de preuves qui sont issues de ces traitements et qui sont utilisées dans le cadre du licenciement des salariés. Or, en droit, je dis bien en droit civil, hein, donc, les éléments de preuve qui sont issus de ces dispositifs irréguliers-là ne sont pas recevables. Lorsque les éléments sont utilisés comme preuve, vous devez vous assurer que ces éléments soient collectés de manière licite. À défaut, c'est des éléments qui ne sont pas irrécevables. Elle ne peut pas être utilisée pour sanctionner un employé. La jurisprudence elle est très riche. Vous pouvez voir au niveau sur Google, il y a des jurisprudences du Conseil d'État français. Il y a une jurisprudence qui date de 2004, il y a, je pense qu'une autre aussi qui date de 2018. Il y a beaucoup de jurisprudence à la matière. Donc, par rapport au risque juridique. Donc, le risque d'image, avant de terminer, ça c'est très important. Ce risque-là, parce que c'est ce qui fait mal aux entreprises. Lorsque vous êtes sanctionné par une autorité de protection ou par une autorité administrative indépendante, vous verrez le lendemain, vous verrez vos noms dans les journaux ou sur les différentes plateformes de cette autorité. Donc là, ça fait encore mal, ça fait plus mal que les risques, les montants, c'est-à-dire les sanctions pécuniaires. Donc, parce que ça renvoie à la réputation. Ça renvoie à la réputation et voilà. Donc, un article dans la presse sur une condamnation infligée à une structure pour violation des données peut apporter autant de fantasmes que d'inquiétudes. Voilà, vous voyez. Donc, c'est très important de se mettre en conformité. Donc, en conclusion, en droit islamique, on nous a dit dans les différents textes que la zakat rend licite la fortune. Donc, si ça c'est en droit islamique, en droit de la donnée, les formalités préalables constituent également un pilier très important. Parce que dans la licéité des traitements des données à caractère personnel, puisque la licéité, les conditions de licéité reposent sur deux piliers. Il y a les conditions de forme d'abord et les conditions de fond. Donc, si le traitement n'est pas déclaré à la PDP, donc ça fait courir à l'entreprise des sanctions et ces sanctions nous venons de voir. Donc, j'espère que je n'ai pas été bavard. Donc, c'est ce qu'on pouvait retenir sur les formalités déclaratives. Monsieur le modérateur, donc, merci pour votre aimable attention. Je suis à votre disposition pour les questions, les différentes questions et suggestions. Merci. Ok, merci bien, Monsieur Haïdara, pour cette brillante présentation. Je vous informe que le modérateur n'est pas disponible, donc il m'a donné la main pour continuer. Donc tout de suite, sans plus tarder, nous allons ouvrir la série des questions. Maintenant, le principe, vous pouvez lever les doigts
Donc, on va vous attribuer la parole et notre IT va ouvrir votre micro. Aussi, vous pouvez poser des questions dans le chat aussi. Voilà, donc, s'il y a des questions, levez les mains. Voilà, on voit M. Marthe Sanou en première position. Donc, M. Diko, vous pouvez ouvrir le micro de M. Marthe Sanou pour ces questions. OK. Monsieur le modérateur par intérim, je voudrais juste rappeler qu'en raison du problème technique avec le présentateur, est-ce qu'il serait possible que les gens puissent peut-être, même s'ils posent des questions oralement, nous allons noter, mais il serait bon aussi qu'ils puissent saisir aussi leurs questions dans la zone de messages pour le chat, pour permettre facilement que le modérateur puisse préparer les réponses aux questions qui seront posées. Merci. D'accord. Alors, Donc, Madame, les gens... vous Oui? pouvez ouvrir votre micro. Elle peut ouvrir son micro, Madame Marthe Sanou. OK, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Allez. Vas-y. OK, moi, je vous remercie pour la présentation. Et en fait, moi, je suis arrivée en retard. On n'avait pas d'informations. Je suis rentrée trouver que la grande partie est déjà faite. Ma question est la suivante. Est-ce que nous pouvons avoir la présentation pour plus de compréhension? Ayouba, avec ta permission, est-ce que je réponds? C'est bien noté. OK. Mm-hmm. C'est bon. On va au suivant. Au suivant, c'est M. Sidi Sall. Monsieur Sall, activez votre micro, vous pouvez parler. Monsieur Sall, vous pouvez activer votre micro pour parler. OK, on va au suivant. S'il ne parle pas, on va passer au suivant. OK, le suivant, c'est M. Thomas Sanogo. Thomas Sanogo. Merci. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Merci au présentateur. Ma question est la suivante. Je voudrais juste savoir, au cas où une entreprise utiliserait plusieurs services, tels que, parce que vous trouverez qu'une seule entreprise peut utiliser en même temps le registre de présence, la vidéo de surveillance et le contrôle d'accès. Est-ce que ces demandes sont faites de façon séparée et qu'en est-il des paiements? Est-ce que chaque demande est payée conformément au montant que le présentateur a annoncé? Merci. J'aurais terminé. Merci. OK. Merci. Donc, M. Diko, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Ah, il y a beaucoup de mains levées. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Haïdara pour la présentation. Moi, c'est Abdelkadri Meiga. Donc, moi, ma question est la suivante. Donc, pour des entreprises qui travaillent dans des environnements sensibles comme les institutions financières, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vu que c'est compliqué de mettre en place un système de pointage biométrique, mais pour mieux sécuriser l'environnement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, même si c'est une toute petite possibilité pour mettre en place
ce système, et surtout avec l'accord des employés, parce qu'aujourd'hui, on a des formulaires pour demander l'accord de tout un chacun avant de mettre en place ce genre de système. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est ma question. Merci bien. Ok, merci bien. Avec ta permission. Oui. Je voudrais rappeler que ceux qui ont posé des questions peuvent les saisir dans la zone de messages chat pour permettre aux présentateurs de pouvoir répondre assez facilement. Comme je l'ai signalé, il y a quelques soucis techniques. Donc, pour qu'ils puissent... Parce que nous allons lui transmettre les questions, mais si vous pouvez les saisir dans la zone de messages, ce sera encore plus rapide et plus facile pour nous aussi. Merci. Ok, merci, M. Tikou. Il y a M. Sidi Sall. Monsieur Sidi Sall, activez votre micro pour pouvoir parler. Ou bien, dans le cas contraire, vous pouvez saisir votre question dans la zone de messages. M. Sidi Sall. Donc, on va aller au suivant. Nico, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Il y a encore 9 mains levées. Mais est-ce que ce n'est pas bon d'aller par des lots de 5 questions comme on avait suggéré le modèle? OK. Et on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées et puis maintenant passer peut-être à une prochaine deuxième tour. Voilà, OK, c'est bon. Il y a aussi des questions sur le chat. OK. Donc, on va vous donner la parole au présentateur pour les réponses aux questions posées. OK, M. Haïdara, vous avez la parole. OK, d'accord. Il y a une première question. Si elle peut avoir le fond de présentation. Oui, allô, M. Haïdara? Nico, M. Haïdara est toujours connecté? Allô? Oui, allô? Oui, j'ai mis comme présentateur pour vérifier. Non, c'est Mahamadou, non? Je vois.
Dico, la parole. il va continuer avec le WhatsApp, non? Non, il a le micro qui est ouvert. Il va pouvoir intervenir maintenant. Monsieur Aïdara, allez-y. Monsieur Aïdara, vous nous entendez? Monsieur Aïdara, on ne vous reçoit pas ici. Donc, peut-être que le problème persiste toujours. S'il peut continuer avec le WhatsApp là. À la demande, madame, concernant la présentation, donc, monsieur Djibo va gérer ça, il n'y a pas de problème. Donc, combien de temps dispose la PDP pour répondre? La PDP dispose de 2 mois renouvelables, une fois. Généralement, avec la vidéosurveillance, généralement, actuellement la procédure elle est très rapide. Maximum c'est 2 semaines, c'est pour ne pas dire 10 jours, quoi. Voilà, donc vous déposez pour la vidéosurveillance là, au bout de 10 jours, 2 semaines, vous avez votre récépissé si le dossier a été bien renseigné. Donc, par rapport aux demandes, généralement, une entreprise peut avoir plus de 15, parfois certaines entreprises peuvent aller au-delà de 10, 12, 15 traitements. Donc, la déclaration, c'est par finalité, par traitement chez nous. Donc, par exemple, celui qui a un registre pour le pointage, le registre du personnel, ça doit faire l'objet d'une déclaration, d'une formalité. Donc, le registre des visiteurs doit faire l'objet d'une formalité. La vidéosurveillance aussi doit faire l'objet d'une formalité. Et le dossier est constitué par formalité. Donc, la vidéosurveillance fait 100 000 francs si c'est une entreprise. Et le registre, si c'est une entreprise aussi, c'est 100 000 francs. Même si vous avez 100 traitements, vous allez les déclarer traitement par traitement à travers des formulaires et payer le montant approprié. Donc, données biométriques pour le contrôle d'accès. Les données biométriques ne sont pas autorisées pour le pointage. La délibération, elle est très claire. Mais pour le contrôle d'accès, dans toutes les législations, vous allez voir que c'est autorisé. Et à des zones, le contrôle d'accès à des zones sensibles, voilà, donc le contrôle d'accès, la biométrie est autorisée là-bas. Mais pour le pointage, même si les personnes concernées ont donné leur consentement, ce n'est pas autorisé. Pour le moment, à l'état actuel de nos textes, ce n'est vraiment pas autorisé. Et ce n'est pas une innovation malienne. Pratiquement, c'est dans quasiment beaucoup de législations. Certains vont dire que pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Nous le savons. C'est pourquoi, à chaque fois que nous effectuons les missions de contrôle, nous leur demandons de désinstaller immédiatement. Et ils le font. Voilà. Donc, par rapport il y a une personne physique qui veut installer un dispositif de PSN ou ajouter une demande d'autorisation. Donc, pour une personne physique, quelqu'un a posé une question, M. Diakté. Pour une personne physique, c'est 25 000 francs. C'est la déclaration normale. Sauf si il vous arrive, comme on a dit, sauf s'il y a l'un des éléments qui permettent, les éléments qui font changer de régime. Comme nous l'avons dit, le régime change de déclaration normale en demande d'autorisation lorsqu'il y a le transfert des données à l'étranger, lorsqu'il y a l'interconnexion ou lorsqu'il y a des données sensibles. S'il n'y a pas l'un de ces éléments, donc c'est la déclaration normale. Et la déclaration normale pour une personne physique, le décret de 2024-0300 fixe le montant à payer pour une personne physique à 25 000 francs. Donc ça, cette question est
a été répondu. Donc, par rapport à la combien de temps dispose la PDP, ça a été répondu. Bonjour, pour vous partager la présentation là, tu ne peux pas s'en charger. Question, lorsque les données ne contiennent pas d'informations biométriques, les copies des documents civils comme pièce d'identité, acte de naissance, pas d'image, pas d'informations médicales, doit remplir la demande d'autorisation. Une demande peut ne pas contenir ces informations, mais peut faire l'objet d'une interconnexion. Quand il y a interco, ou lorsqu'il y a transfert des données, ça fait changer de régime. Mais généralement, lorsque vous renseignez ou vous êtes passé à la PDP, vous serez accompagné par des collaborateurs. Mais retenons tout simplement les 3 éléments. On a dit quelques éléments et nous avons aussi dit que la nature du traitement change en fonction, la nature du régime plutôt, excusez-moi, change en fonction de la nature du traitement opéré ou de la nature des données collectées. Donc c'est les deux. Soit la nature du traitement des données collectées sont de la catégorie, ou des catégories de données sensibles, ou des données font l'objet de transfert ou d'interconnexion. Voilà, donc par rapport à... Voilà, donc, est-il possible pour une entreprise de disposer les 3 documents, c'est-à-dire la déclaration normale, la demande? Bien sûr, une entreprise peut avoir, comme je l'ai dit, même si vous avez 10 traitements, le régime change en fonction de la nature. Donc, par exemple, un traitement de données, par exemple, le recrutement, généralement, c'est la déclaration normale, s'il n'y a pas les minants. Donc, mais quand on recrute, on procède à la gestion administrative du personnel, vous verrez que c'est la demande d'autorisation, puisque la gestion administrative du personnel va nécessiter le maniement de certaines catégories de données, telles que des données sensibles. Par exemple, généralement, pour la gestion administrative, on va nous demander les casiers judiciaires. Et les casiers judiciaires relèvent de la catégorie des données, ou des données types sensibles, ou bien l'entreprise va vous demander de fournir un certificat de visite. Donc, je l'ai dit, le régime change en fonction de la nature des données collectées ou de la nature du traitement opéré. Peut-on déclarer plusieurs traitements? On peut déclarer même jusqu'à 15. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Les pays dans lesquels il y a ces cabinets d'audit de conformité, ce sont ces cabinets qui vont aider les entreprises à faire la cartographie. La cartographie, c'est très important. Moi, je propose même lorsqu'il y a une formation, une prochaine formation, que ça porte sur la cartographie. Comment aider l'entreprise à recenser les différents traitements. C'est très important. Donc, généralement, dans les autres pays, les entreprises font recours à ces cabinets pour les aider à répertorier les différents traitements. Donc, lorsque les traitements sont répertoriés, sont cartographiés, la personne va procéder maintenant à la mise en conformité. Généralement, toujours, c'est l'intermédiaire, les cabinets qui font ça pour les entreprises. Voilà, ou bien lorsque vous avez un DPO qui va faire ce travail pour vous. Donc, une entreprise peut faire autant de déclarations comme autant de demandes d'autorisation. Ça varie. Le régime, comme je l'ai dit, je reviens toujours. Le régime est déterminé en fonction de la nature du traitement ou de la nature des catégories de données collectées. Donc, lors du renouvellement des déclarations, le montant est-il identique? Bien sûr, sauf si c'est la modification. La modification, on a dit pour tous les traitements, que ce soit demande d'autorisation, déclaration normale, la modification est fixée le montant à payer est fixé à 20 000 francs. Donc, bonjour et merci. Je voulais juste connaître les montants de la demande de déclaration et d'autorisation. Pour une entreprise, M. Youssouf Niaré, pour une entreprise, la déclaration normale, je répète, pour une personne morale de droit privé, la déclaration normale est de 100 000 francs. La déclaration normale, c'est comme quelqu'un qui installe un dispositif de vidéosurveillance. Quelqu'un qui installe un dispositif de contrôle d'accès par batch, sans empreinte digitale. Une entreprise qui met un registre. Ça, c'est la déclaration normale. Mais, c'est-à-dire, les montants à payer pour la demande d'autorisation est de 200 000 francs. 200 000 francs lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation. Et la demande d'autorisation, nous avons eu à dire que c'est des demandes, c'est des traitements de données qui portent la gestion administrative du personnel
le transfert des données à l'étranger, la gestion du contentieux, etc. Donc, 200 000 francs pour une demande d'autorisation pour une personne morale, pour une entreprise, 100 000 francs pour une déclaration normale pour une entreprise et 25 000 francs pour une déclaration normale pour une personne physique, 50 000 francs pour la demande d'autorisation pour une personne physique. Donc, Malamine Eli Traoré, comment la loi sur la protection des données personnelles encadre-t-elle le transfert des données? Vous allez voir au niveau de l'article 11, le transfert est encadré là-bas. L'article 11 de la loi. Le principe, le transfert est interdit. Mais la loi dit, lorsque, c'est-à-dire, les principes là souffrent il y a des exceptions. Et parmi ces exceptions, il y a lorsque les pays destinataires disposent d'une loi. Ça, c'est le premier critère. Lorsque les pays destinataires disposent d'une loi ou d'une autorité de protection des données, ou bien l'entreprise appartient à un groupe qui dispose des textes à l'interne qui favorisent ou qui protègent les données à caractère personnel, qu'on appelle les PCR. Donc, quelle est la saisine de l'autorité de protection? Quelle est la saisine? Bon, quelles sont les mesures de sécurité? Voilà, donc les mesures de sécurité, vous prenez la loi au niveau de l'article 8, à exiger celui qui collecte les informations de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et la confidentialité des données. Nous avons en 2020, puisque comme je l'ai dit, nous sommes une autorité administrative indépendante, c'est très important cette qualification, puisque ça donne le pouvoir au service donc, de pouvoir adopter des normes à caractère réglementaire ou de faire des référentiels. Donc, nous avons fait un référentiel, les mesures de sécurité. Donc, ces mesures de sécurité, les mesures de sécurité qui doivent être mises en place, nous avons donné des canevas. Donc, notamment la sécurité physique. Vous devez, lorsque vous êtes une entreprise, vous avez l'obligation de sécuriser de manière physique vos locaux. Et aussi la sécurité logique, c'est-à-dire les équipements qui hébergent ou qui contiennent les informations. Vous êtes tenu, en cas de problème, donc la PDP va apprécier les mesures mises en place. C'est pourquoi on dit, même que si vous prenez nos délibérations, au niveau de la sécurité, les mesures de sécurité et de confidentialité, après avoir apprécié, analysé, puisqu'il n'y a pas un département technique, lorsque la demande d'autorisation ou la déclaration est envoyée à la PDP, donc là, l'étude technique des équipements est menée au niveau de la direction de l'informatique. Donc, dans nos délibérations, on a l'habitude de dire que les mesures nécessaires, c'est très important, puisque les responsables de traitement, l'entreprise est tenue de mettre en place les mesures nécessaires, les mesures suffisantes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données. Donc, comment la loi traite-t-elle les données sensibles? L'article 9, vous prenez la loi, il est dit de ne même pas toucher à ces données-là, les données dites sensibles. Mais le législateur a mis des garde-fous. Lorsque vous devez toucher à ces informations, c'est pourquoi vous devez aller demander l'autorisation à l'APDP. C'est très important. Et vous allez voir les formulaires. Parmi vous, je vois beaucoup de gens qui ont déjà accompli des formalités. Donc, ceux qui ont l'habitude, qui ont une fois vu les formulaires de demande d'autorisation, vous allez voir que là-bas, les mesures sont plus robustes que dans une déclaration normale, puisque c'est en fonction de la nature même des données. Donc, une demande d'autorisation contient plus de restrictions qu'une déclaration normale en matière de sécurité et de confidentialité. Comment la loi sur la protection des données favorise-t-elle la protection des données, la liberté? Bon, tout ça, c'est parce que déjà, avec la loi sur la protection des données, on voit l'affirmation de la volonté des plus hautes autorités, puisque c'est des engagements qui ont été pris sur le plan international et qui avaient déjà été consacrés par la Constitution de 92. Donc, tout ça, il fallait vraiment affirmer cette volonté à travers un acte spécifique, puisque notre loi est une transposition de l'acte additionnel de la CEDEAO. En 2010, la CEDEAO a demandé à ses États membres de légiférer de manière spécifique en matière de protection des données à caractère personnel. Donc, et notre loi fait suite à cet appel. Donc, quel conseil donnerez-vous aux entreprises pour éviter les litiges liés à la protection? Ça, c'est une question
c'est très important, comme toutes les autres questions. On demande aux entreprises de se mettre en conformité, de respecter les principes en matière de protection des données et surtout d'investir dans la formation des cadres. Un cadre non formé en matière de sécurité des données est un danger pour l'entreprise. Donc, vous devez les former, les sensibiliser, d'investir dans leur formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de webinaires, il y a des formations payantes, il y a beaucoup, mais investissons dans la formation, dans la mission, dans la sensibilisation. Sinon, un cadre mal formé qui se trouve dans une boîte est un danger pour l'entreprise. Encore avoir de l'agrément peut-être dispenser l'entreprise de chercher la demande de déclaration. Non, ce n'est pas la même chose. L'agrément est pour les entreprises qui veulent mettre en conformité. Bon, l'agrément, c'est pour les entreprises qui veulent aider les entreprises de certification. La déclaration normale, comme je l'ai dit, c'est lorsque les traitements portent sur les données classiques, comme je l'ai dit, la surveillance, les données, etc., etc. Et ça n'exempte pas une entreprise de chercher. La requête de l'agrément n'exempte pas de procéder aux formalités déclaratives. Donc, APDP dispose-t-il d'un modèle de registre de présence? Non, nous ne disposons pas. Mais lorsque vous saisissez l'APDP, nous avons un principe. Vous prenez la loi, article 7 de la loi. La loi dit que, c'est-à-dire, les données qui doivent être collectées par une entreprise doivent être des données nécessaires. On ne doit pas aller au-delà des données nécessaires. C'est ça le principe de proportionnalité. Vous prenez dans un registre de présence, vous ne pouvez pas aller demander certaines informations, d'autres informations qui ne sont pas nécessaires. Parce que si vous voulez mettre en place un registre de présence pour le pointage, les gestionnaires des ressources humaines savent quelles sont les données nécessaires pour le calcul de salaire à la fin du mois. Donc, vous ne devrez pas mettre des informations au-delà de ces données. Sinon, la demande lors de l'instruction sera bloquée au niveau de la PDP. On va vous demander d'enlever certaines informations. Lorsque, donc, M. Lassine Djiriba, lorsque des informations comme l'adresse email, le titre, les numéros, telles aux entreprises au Mali, doit-elle aussi faire une demande d'autorisation lorsque des informations comme l'adresse email, les titres, les numéros de téléphone. Non, pour ce qui concerne les numéros de téléphone, pour le moment, en droit malien, je dis bien en droit malien, contrairement au droit ivoirien, c'est très important de faire cette étude comparée. En droit ivoirien, les numéros de téléphone est une donnée sensible. Mais en droit malien, à l'état actuel des textes, le numéro de téléphone n'est pas classé dans le panier des données sensibles pour le moment. C'est une donnée ordinaire. Donc, c'est juste une déclaration normale. Le paiement s'est fait par virement bancaire ou par chèque. Chèque, c'est autorisé. Chèque certifié, bien entendu. Nous avons, l'État a nommé un régisseur ici qui perçoit ces montants. Comme c'est que la PDP ne perçoit absolument, à l'état actuel des textes, on n'a pas un rond sur ces fonds-là. Donc, tout est versé à l'État. Les consentements verbaux, pour donner son accord pour un traitement des données, il faut éviter les consentements verbaux. Il faut éviter, parce que le plus important en matière de consentement, c'est de pouvoir prouver. Bon, les consentements verbaux sont difficiles à prouver. Donc, il faut toujours accoucher le consentement à travers un écrit. Il faut toujours le mettre sur un papier. Donc, éviter des décisions de justice malienne marquantes qui ont clarifié ou renforcé le rôle de la PDP. Il y en a beaucoup. Nous avons une jurisprudence très riche à la matière, machallah. Nous, pratiquement, puisque la loi, je pense que les articles 48 là, et suivants, disposent que les actes de la PDP sont des actes administratifs susceptibles de recours administratifs et juridictionnels. Donc, c'est pourquoi, pratiquement, excepté quelques-unes de nos décisions, pratiquement toutes nos décisions de sanctions ont été attaquées devant la section administrative de la Cour suprême, mais qui ont été confirmées par la Cour suprême. Donc, les décisions de sanctions, généralement, sont tout le temps attaquées, donc appréciées. Mais Dieu merci, toutes les décisions rendues par la PDP ont
Voilà, donc le pointage est formellement interdit selon les formations. Je n'ai pas dit que le pointage est formellement interdit. J'ai dit que le pointage sur la base de l'empreinte digitale. Le pointage, cela veut dire que les entreprises ne peuvent pas mettre en place un dispositif de pointage biométrique pour l'accès aux locaux. Pour l'accès aux locaux, c'est différent. La finalité d'un dispositif biométrique doit se limiter, à l'état actuel des textes, doit se limiter uniquement au contrôle d'accès aux locaux ou aux zones sensibles. Et ça ne doit pas être étalé à tous les personnels. Ça doit être limité à un nombre restreint de personnels. Tous les personnels ne doivent pas être concernés, sinon, généralement, nous avons eu à rejeter certains, c'est beaucoup de demandes d'autorisation dans ce sens-là, puisque les entreprises disent très souvent que c'est pour le contrôle d'accès, mais quand tu analyses les fonctionnalités, tu verras qu'en plus de contrôle d'accès, il y a une finalité de pointage. Or, à l'état actuel des textes, c'est interdit. Le pointage, les données biométriques ne peuvent pas être utilisées pour le pointage. Quels sont vos conseils pour le contrôle d'accès? Pour le contrôle d'accès à une zone limitée, à une zone sensible, par exemple, notamment la salle serveur des informaticiens, la salle où il y a les coffres forts, là, c'est autorisé. Mais pour le pointage, je répète, pour le pointage, c'est interdit à l'état actuel des textes. Voilà. Donc, pour une entreprise qui gère toute la fonction, les différents traitements seront-ils considérés séparément? Voilà, donc là, c'est une question très importante. Parce que là, chaque fonctionnalité en ce moment deviendra un traitement. Si c'est la gestion administrative, c'est un traitement. Si c'est la gestion financière, un traitement. Donc, chaque fonctionnalité logicielle peut être considérée en droit comme un traitement de données à caractère personnel. Voilà. Donc, ma question était la suivante. En cas d'utilisation de plusieurs services tels que la gestion du registre des visiteurs, vidéosurveillance par une même entreprise, faut-il faire des demandes séparées? Chaque finalité, chaque traitement pour une finalité doit faire l'objet d'une formalité. C'est très clair. Est-il possible pour une entreprise qui évolue dans un environnement sensible comme les banques de mettre en place un système biométrique de pointage? Pour le moment, il n'y a pas d'exception. L'exception est faite à l'État seulement pour le moment, qui dispose des données centrales de nos données digitales. Au niveau de CTDEC, nous avons tous nos empreintes digitales dans une base de données, excepté l'État. Même l'État s'est interdit la prolifération. C'est pourquoi l'État a privilégié toujours l'interopérabilité entre les bases. Vous prenez la loi numéro 6 2006-040 qui institue le NINA. On dit le NINA doit remplacer tous les numéros au niveau de l'administration. Donc, pour promouvoir l'interopérabilité, éviter la prolifération des bases de données biométriques sectorielles, c'est vraiment interdit. Donc, une personne physique qui veut installer un système de vidéosurveillance doit se rendre à l'APDP. Bien sûr, si tu as le choix, soit tu passes à l'APDP, ou bien vous partez sur le site web de l'APDP, vous téléchargez le formulaire et les notes là, vous les adaptez et puis vous passez à l'APDP pour payer les frais au niveau de la régie de l'État, au niveau de la régie d'avance que l'État a nommée. Donc, vous allez payer les frais pour... Est-ce que la liste des entreprises qui sont conformes sont... Ça, c'est vraiment disponible. Et cette liste-là, la loi nous oblige. On est tenu, on n'a même pas le choix. Après chaque session, la PDP est tenue d'actualiser cette base de données et mettre à la disposition du public. Vous partez sur le site web, vous avez le répertoire des déclarations. Nous-mêmes actuellement, on est en train de mettre à jour par rapport au dernier, à la session de mois de février, avant de publier. Donc, on est tenu de mettre à jour donc, le répertoire et puis mettre à la disposition du public. Pourquoi la réglementation sur la protection des données personnelles distinctes, les traitements relatifs à la gestion administrative du personnel et ceux liés à la gestion de la paix, alors que c'est deux processus? Bon, ça dépend. C'est des processus séparés. C'est des processus séparés, c'est pourquoi c'est des questions, c'est des traitements différents. Ma question est, est-ce qu'il faut payer 100 000 francs pour chaque traitement, même si c'est nombreux, et aussi quel mécanisme de suivi et de traitement que APDP pour les entreprises au cas où il produit une infraction? Au cas où il est produit une infraction. Généralement, nous avons
Les décrets, nous avons commencé la mise en œuvre du décret il y a quelques mois et nous avons mis en place des mécanismes qui nous alertent. Après, nous n'avons pas eu de cas comme ça, on n'a même pas eu une année, mais nous avons des mécanismes qui nous permettent d'alerter, c'est-à-dire pour la fin de la durée de validité. La fin d'échec, lorsque la période de validité nous approche, ça s'approche, donc il y a des mécanismes qui nous permettent, qui nous alertent. Voilà, donc en cas de manquement, généralement, c'est des plaintes. Lorsque nous avons l'habitude de recevoir de nos experts, si vous ne voulez pas que vos coordonnées apparaissent dans une plainte, vous les faites sous forme de dénonciation et nous avons des services que nous envoyons, voilà, donc pour investiguer sur les sites. Et cette plainte-là, généralement, les plaintes récurrentes maintenant, c'est en matière de vidéosurveillance. Il y a tellement de dénonciations, donc vous allez voir que les gens font beaucoup de dénonciations par rapport à la vidéosurveillance. Et aussi les autres plaintes, les plaintes d'atteinte aux données personnelles à la vie privée. Nous instruisons à notre niveau et aussi il nous arrive, parce que le pôle anti-cybercriminalité est notre parapénal, donc il nous arrive chaque fois d'envoyer des saisines du pôle, c'est-à-dire les sanctions pénales. Parce que voilà, donc nous sommes une autorité administrative, envoyer quelqu'un en prison, on n'a pas ces pouvoirs-là, mais on peut te sanctionner. On peut t'obliger des sanctions pécuniaires. Voilà, donc pour ce qui concerne les autres aspects, ça c'est d'autres acteurs qui interviennent, notamment le pôle anti-cybercriminalité qui, depuis son institution, est le seul procureur qui a l'exclusivité, voilà, donc la compétence des atteintes aux données personnelles. Après, nous disons quel est le délai donné à la ville ou à la personne. Ça c'est la mise en demeure, ça dépend. Ça dépend du nombre de traitements et aussi de l'ampleur de la nature, même de l'ampleur même de la violation. Souvent, on peut donner 1 mois, souvent, on peut donner 3 mois, ça dépend. Mais généralement, actuellement, on donne 1 mois aux entreprises. Lorsqu'on envoie une mise en demeure, on donne généralement 1 mois pour qu'elles se mettent en conformité. Mais ceci dépend aussi de la volonté, de l'appréciation aussi de l'organe délibérant. Puisque l'APDP, j'ai oublié de vous dire, est constitué d'un organe délibérant qui est composé de 15 personnalités. Donc, les services techniques, c'est-à-dire dirigés par le secrétaire général, un secrétariat général. Donc, toutes les décisions sont prises par cet organe délibérant. Donc, l'organe délibérant peut être amené à fixer une durée de 1 mois ou de 3 mois. Ça va dépendre qui feront de la demande. Il y a une question qui revient souvent lors de nos formations online. Est-il légal d'enregistrer une réunion sans le consentement des participants? Non. Le consentement, elle est pliée même ça fait partie des 6 conditions de légitimité. Voilà, donc des traitements, il y a le consentement. Et le consentement est très important puisque c'est lui qui vient en tête. Donc, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que vous faites, que ce soit au niveau lors des formations, lors des différents, il faut avoir le consentement de la personne. Et c'est très important. Le consentement est très important. Il faut chercher, il faut recueillir le consentement. Si vous ne le faites pas, actuellement avec le code pénal, banalement, vous êtes passible. Hein? Banalement, je vous invite à lire les articles 322 suivants, 9 et suivants. Vous allez voir que c'est tellement sensible, cette question de protection des données, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Si vous ne le faites pas, banalement, vous pouvez vous voir devant le pôle anti-cybercriminalité. Donc, ma dernière question, est-ce qu'il y a... Bon, je pense que toi, tu as posé beaucoup de questions. On va prendre Simone Avia, est-ce qu'il n'est pas mieux de trouver une formule pour les entreprises, faire une demande par traitement? Oui, c'est des choses qui sont c'est en cours de réflexion, comme dans certains pays. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça chez eux. Mais pour le moment, au Mali, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais c'est en cours. Hein. Les réflexions sont en cours pour pouvoir faciliter. On est en train de simplifier. Auparavant, la déclaration normale, c'était 6 mois quand on débutait. Mais aujourd'hui, en 10 jours, vous avez votre récépissé. Donc, on est en train de simplifier au fur et à mesure. Je vois très souvent une affiche devant certains services. Voilà, donc c'est ça le modèle.
le modèle de l'APDP, pictogramme avec des informations en bas là. Donc, c'est ce que vous devez donner. Il y a des entreprises qui ont été sanctionnées, je parle j'aime le droit comparé, en droit français, il y a des entreprises qui ont été sanctionnées parce que l'affiche n'était pas conforme. Donc, et vous allez voir aussi, c'est les mêmes dispositions sont prises, sont prévues par le code pénal. Donc, l'affiche doit être conforme. Là, est-ce que l'APDP a des représentations régionales? Donc, j'habite à Sigassou, je dois me déplacer à Bamako pour remplir. Pour le moment, même ceux qui sont à Tezawaten nous envoient leur formulaire. On n'a pas de représentation régionale, mais c'est en cours. C'est en cours et c'est déjà calé pour certaines régions, pour cette année 2025. Donc, chaque traitement doit être déclaré, quel que soit. Oui, ça doit être fait. Les modalités pour une vidéo surveillance à domicile, ça, c'est une vidéo de 25 000 francs si c'est une personne physique. Donc, je pense que M. Dikou, il est 16 heures, on a fait le pratique. Il y a beaucoup de questions, mais je pense que c'est les questions qui se répètent. On a fait quasiment le tour. Hein. Oui, M. Haïdara, effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont venues et c'est sûr qu'en 2 heures, on ne finira pas de traiter toute la question. Donc, je pense que les contacts seront déjà là. Comme vous avez dit, le document sera disponible. Donc, ceux qui se sont inscrits à travers le lien qu'on avait envoyé pourront recevoir le document que vous avez présenté. Maintenant, ceux qui ne sont pas inscrits, qui ont eu le lien à travers d'autres canaux, pourront peut-être mettre leur email dans la zone de chat et on pourra éventuellement leur faire parvenir la présentation et les contacts de l'APDP si ils ont des questions supplémentaires. Ouais. Donc, Ayouba, je pense que tu peux prendre la main de la réunion et puis conduire pour la suite. Monsieur Ayouba, c'est. Ok, merci bien, M. Haïdara, pour ces éclairages. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse. Au cours de son intervention, M. Haïdara a touché plusieurs points. Notamment, nous avons pour les entreprises, les personnes et les personnes physiques en matière de fonds. Nous avons vu parmi il y a également la demande d'autorisation. Et on a vu que la déclaration normale peut s'exprimer à l'autorisation, à la demande d'autorisation s'il y a des données sensibles, notamment des données sur la santé et d'autres données également. Nous avons vu également les frais de dossier par rapport à la déclaration normale. Par exemple, pour les entreprises et les personnes morales, c'est de 100 000 francs. Ça, c'est par rapport à l'article 2 même du décret 2024-300. Ensuite, on a vu pour les personnes physiques, les frais pour la déclaration normale, ça fait 25 000 francs. Ensuite, on a donné quelques exemples de données soumis par rapport aux personnes morales. Ensuite, on a parlé de dossiers par rapport à la demande d'autorisation. Pour les personnes morales, c'est à peu près 200 000 francs CFA. Pour les personnes physiques, 50 000 francs CFA. Et on a vu que par rapport au renouvellement, la demande d'autorisation, c'est tout. Il faut renouveler la déclaration. Et par rapport à la demande, par rapport à la demande d'autorisation, je pense que c'est tout. Mais je peux être le présentateur. Donc, ensuite, on a vu en cas de non-conformité à la loi, quelles sont les conséquences. On a parlé des risques de sanctions, d'exploitation des données collectées, commerciales et juridiques. Et les risques de sanctions, comme risque de sanctions, il y a la poursuite judiciaire.
Il y a les sanctions administratives qui sont entre autres les mesures correctives. Il y a aussi les sanctions pécuniaires. Parmi ces sanctions pécuniaires pour le Mali, le législateur a été clément. C'est de 5 à 20 millions. Ensuite, il y a les sanctions judiciaires. On a les sanctions pénales. Ça peut aller de 5 à 500 000 francs. Donc, voilà en gros un ramassé de l'ensemble de ce qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt majeur à cette thématique. Et les questions qui n'ont pas pu être répondues, donc vous pouvez laisser dans le chat votre adresse mail. Donc, on va les faire parvenir au présentateur. Donc, M. Diko, voilà en gros le ramassé de ce que nous venons de faire. Maintenant, c'est de voir si le présentateur, M. Haïdara, a un dernier mot avant qu'on clore ce webinaire. M. Haïdara. D'accord, donc s'il y a le problème technique, comme il est déjà 16 heures, donc on va essayer de clôturer ce webinaire. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre webinaire sur les formalités déclaratives à l'APDP. Un grand merci à notre panéliste, Dr Mamadou Ali Haïdara, pour ses éclairages enrichissants, ainsi qu'à notre modérateur Mohamed Jawara pour la conduite des échanges. Merci également à vous, participants, pour votre attention et vos questions pertinentes qui ont enrichi le débat. Nous espérons que cette session vous a apporté des réponses concrètes et vous sera utile dans vos démarches. Le CNPM reste à votre disposition pour toute suite à donner. À très bientôt pour d'autres échanges. Merci beaucoup.